sur le front climatique, le podcast de l'Observatoire Défense et Climat. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sur le front climatique. Aujourd'hui, nous sommes au sein du ministère des Armées avec le général Hautelet, qui vient de l'armée de l'air, bonjour mon général, et qui est également major général des armées et qui est à ce titre le référent climat du ministère. Ministère qui s'est récemment doté d'une stratégie défense et climat, et donc cet épisode va être pour nous l'occasion d'en savoir un peu plus sur cette stratégie et plus globalement sur la manière dont le ministère envisage à la fois les questions de connaissance, d'adaptation et de coopération autour de ces enjeux défense et climat, et quelles sont les missions de ce référent climat, qui est donc ce poste que vous assumez depuis récemment, mon général. Merci pour les éléments d'information que vous allez nous fournir. Alors, avant toute chose, je voulais peut-être vous demander quels étaient les événements qui avaient poussé le ministère à se doter d'une stratégie défense et climat. Est-ce qu'il y a eu des événements marquants qui vraiment ont déclenché la réflexion pour cette stratégie ? Bonjour et merci pour me donner la parole sur cette thématique chère au ministère des Armées. Alors le déclencheur principal, ça a été un rapport du Collège des inspecteurs généraux et qui a été remis au cabinet du ministre des Armées en 2021. D'accord, donc c'est assez récent, nous sommes d'accord. C'est assez récent. Ce rapport comportait de nombreuses recommandations qui ont toutes été validées. Et notamment, dans ces recommandations, il recommandait que le major général des armées soit le délégué climat et qu'une stratégie climat soit rédigée. Alors, je voudrais replacer ce rapport du Collège des inspecteurs généraux dans une dynamique plus large au sein du ministère des Armées concernant le climat, où des études avaient déjà été lancées depuis 2017 dans un cadre international, que ce soit au niveau méditerranéen, mais également dans le Pacifique Sud ou dans l'océan Indien avec nos partenaires. Il y avait également une feuille de route de l'Union européenne qui a été développée en janvier 2021 et qui a mené dans la rédaction de la boussole stratégique à une directive pour établir une stratégie climat-défense à l'horizon 2023. Voilà, donc on voit que le paysage sur le climat a été quand même assez dense. Le cabinet du ministre des Armées a validé l'ensemble des propositions que nous avions faites en avril 2022. Et cette stratégie climat-défense était la première au sein de l'Union européenne parmi nos partenaires militaires. Alors, précisément, cette stratégie climat et défense, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu quels en sont les principaux axes, en quoi est-ce qu'ils consistent ? Alors, la stratégie climat-défense couvre l'ensemble du spectre du climat. Et notamment, elle met l'accent sur des angles morts que nous n'avions pas traités dans tout ce qui était approche développement durable. Les 4 axes que nous avions concernaient la connaissance et l'anticipation, avec un accent particulier sur les partenaires scientifiques et l'engagement de tous les acteurs du ministère. Un deuxième axe qui concernait l'adaptation des armées, notamment une approche globale, approche capacitaire des armées qu'on réduit sous le sigle d'ORES. Donc ça concerne la doctrine d'emploi des forces, les opérations, le soutien des forces, l'organisation de nos forces, et puis évidemment l'entraînement, les équipements et tout ça. Le troisième axe concernait la poursuite des efforts que nous avions déjà entamés dans le développement durable et dans les mesures d'atténuation, avec une contribution aux efforts collectifs en matière de transition énergétique et de protection de la nature, biodiversité, notamment sur nos sites militaires, puisque les armées possèdent le plus grand domaine de l'État par rapport aux autres ministères. On est le ministère qui avons le plus grand domaine foncier. Voilà. Et puis le dernier axe important, qui était la coopération, au sein du ministère évidemment, entre les différents piliers, mais également en interministériel et surtout au niveau international. Très bien. Je voudrais maintenant peut-être qu'on aborde plus spécifiquement la question des connaissances qui sont nécessaires, qu'il faut mobiliser pour anticiper ces impacts sécuritaires et quels sont précisément les différents outils et instruments qui sont mobilisés ou qui sont à disposition du ministère pour développer cette connaissance et cette anticipation. Par exemple, est-ce qu'il y a des coopérations qui sont initiées avec des acteurs civils comme Météo France ? Est-ce que c'est une piste à développer davantage ? Comment est-ce qu'on va coordonner, au fond, les connaissances qui sont produites par différents acteurs ?
Alors, excellente question, puisque là, il s'agissait surtout de ne pas travailler tout seul et de ne pas tout réinventer. Et donc, on s'est appuyé sur la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées, qui a été à l'origine de plusieurs créations d'observatoires qui ont contribué au développement de la connaissance et des capacités d'anticipation dans des domaines relevant du changement climatique. Défense et climat, Arctique, énergie et matières premières. Et tous ces travaux de veille, de recherche et d'anticipation à caractère géopolitique, finalement, nous ont permis de constituer une première base de travail. Aujourd'hui, il nous faut encore élargir le champ et s'adosser à une démarche de transformation des armées, avec une capacité scientifique de cartographie des risques climatiques à différentes échelles, que ce soit au niveau local, les bases aériennes, les régiments, les bases navales, mais également national, tous nos réseaux, ou international, puisqu'on intervient également à l'extérieur. Nous avons plusieurs sites. Le secrétariat permanent que nous avons créé et qui m'est rattaché a donc initié des contacts avec un grand nombre d'établissements scientifiques, comme Météo France, mais également le Bureau de recherche géologique et minière, l'Institut national de la recherche agronomique, le service hydrographique et océanographique de la marine, ou le CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Mais on a également contacté des acteurs privés comme EDF, Veolia ou AXA. Et l'objectif était de comprendre ce que ces acteurs étaient susceptibles de nous apporter pour appuyer notre politique d'adaptation des armées. D'accord, c'est un panel d'acteurs très diversifié. Donc. Panel d'acteurs très diversifiés et surtout, on a découvert que ces gens-là avaient élaboré des méthodes de mesure, de modélisation qu'on a utilisées directement sur nos bases aériennes. Par exemple, c'est la première expérimentation qu'on va mener en partenariat avec EDF concerne une base aérienne pour pouvoir mesurer l'impact du changement climatique sur un écosystème militaire. Voilà, alors derrière tout ça, l'objectif c'est de faire le tour de tous les partenaires potentiels. Donc pour l'instant, on est surtout dans une cartographie de tous ces partenaires-là. Et cette cartographie ne se limite pas à des organismes nationaux, puisqu'on est en train de nouer des contacts avec des organismes étrangers, comme des organismes américains principalement, qui ont déjà des modélisations qui couvrent l'ensemble du monde, qui nous apparaissent déjà assez pertinents. Dans l'optique de partenariat de long terme, alors, j'imagine. Partenariat de long terme, et puis également de découvrir les outils qui sont utilisés pour que nous puissions aussi, de notre côté, développer des outils, des modélisations, utiliser des données recueillies pour ensuite faire des modèles qui nous permettent de pouvoir préparer nos futures installations. Par exemple, on fait une modélisation sur les sources d'eau, les nappes phréatiques, et on mesure sur certains sites l'évolution de ces nappes phréatiques et dans 20, 30 ou 50 ans, l'impact que ça pourra avoir sur le stationnement de nos forces. Et donc, dans la préparation et dans l'évolution, l'investissement infrastructure de nos forces, ça peut nous aider à la décision sur l'implantation de ces infrastructures. Et on sait combien la question des nappes phréatiques est une question très, très prégnante en France en ce moment. Tout à fait. Alors, évidemment, ces connaissances vont servir à préparer les armées, à adapter les opérations. Sur ces questions d'adaptation, précisément, on sait que la France est de plus en plus régulièrement touchée par des phénomènes climatiques extrêmes. C'est encore davantage le cas et de façon exacerbée à l'étranger. Comment est-ce que les armées peuvent se préparer à ces phénomènes de grand froid ou de grand chaud? Je sais qu'il y a des exercices qui sont menés, notamment l'exercice Cold Response, l'exercice Arctic Challenge. Est-ce que vous avez des équivalents aussi pour les chaleurs extrêmes, par exemple? Est-ce que l'armée commence à se préparer à cela? Alors effectivement, les stratégies climat et les derniers événements rappellent l'importance qu'on a de se préparer à ces changements et surtout aux extrêmes, que ce soit très chaud, très froid. S'agissant des théâtres froids, vous avez évoqué Cold Response ou Arctic Challenge, effectivement pour lesquels nous participons depuis quelques années. Et pour les théâtres grand chaud, nous y avons des forces de souveraineté et de présence où nous sommes également engagés en opérations extérieures au Proche-Orient, en Afrique de l'Ouest. Ces milieux-là nous sont assez connus. Aujourd'hui, je dirais qu'on vient plutôt de passer des shorts au moufle en basculant d'Afrique en Ukraine. Concernant l'évolution de nos dispositifs, on a également, par notre positionnement dans nos nombreux sites outre-mer,
beaucoup d'exercices dans des régions tropicales, subtropicales, avec des impacts climatiques importants. Les 2 événements qu'il y a eu au Vanuatu, où les forces armées sont intervenues en soutien, rappellent bien cette préparation également sur la capacité de nos matériels à pouvoir intervenir dans des conditions difficiles. La question, c'est pas seulement de savoir opérer dans des environnements extrêmes, et nous avons montré que nous savons le faire depuis longtemps. La question, c'est surtout de se préparer, de préparer les forces, que ce soit en entraînement, mais également en équipement, sur le long terme et avec des échelles qui apparaissent dans les prévisions qu'on a, beaucoup plus importantes. Il faut que cette préparation-là dépasse les unités spécialisées qui font aujourd'hui uniquement l'objet de ces exercices-là. Alors, à côté de la préparation des forces elles-mêmes, il y a évidemment la question aussi cruciale de l'adaptation des infrastructures. En quoi est-ce que les infrastructures présentent aussi des vulnérabilités? Est-ce qu'il faut les adapter concrètement? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour adapter les infrastructures militaires? Alors, sur les infrastructures, elles sont évidemment nombreuses et elles couvrent l'ensemble du monde, puisqu'on a des forces partout dans le monde. Elles sont exposées à l'ensemble des aléas, que ce soit tempête, mais également submersion, inondation, grand froid. Ce niveau d'exposition variable, de même qu'il y a la criticité sur le plan opérationnel, puisque c'est à chaque fois un équilibre entre capacité à pouvoir réagir vite, mais aussi protection de l'infrastructure, nécessite qu'on procède par étapes pour d'abord identifier les acteurs scientifiques et les outils qui nous permettent d'identifier les sites prioritaires à transformer. C'est ce que je vous disais dans la première partie, dans l'anticipation, c'est voir où il faut intervenir en priorité. Deuxième phase qu'on va engager, c'est l'analyse générale et le croisement des résultats avec la liste des sites présentant un niveau élevé de criticité opérationnelle. Ensuite, analyser les remontées d'informations de nos bases de défense sur leur expérience des dernières années. Donc ça, c'est l'utilisation des données concernant les événements naturels qui ont pu affecter leur fonctionnement, les missions qu'elles soutiennent. Et puis ensuite, lancer des audits approfondis de ces sites qui seront jugés les plus exposés pour en déduire un plan d'adaptation des infrastructures et surtout en parallèle et avec le partage d'informations qu'on aura fait avec d'autres, de déterminer le type d'infrastructure qu'il faudra construire. Tout cela va nous prendre du temps, on ne peut pas brûler les étapes et les échanges qu'on a avec nos partenaires, qu'ils soient américains, britanniques, montrent qu'ils procèdent de la même manière. État des lieux, cartographie, priorisation, puis ensuite identification de solutions. On voit bien que là, on s'inscrit dans une politique d'adaptation au long cours qui ne va pas se faire en 2-3 ans, le temps de l'infrastructure étant le temps long. Et donc, le plus important, je pense, est de pouvoir élaborer des plans et des schémas d'infrastructure qui nous permettent de couvrir tous ces risques dans le moyen-long terme. Alors, on comprend bien que c'est un vaste chantier, évidemment. Pour donner un peu corps à cela, j'aurais voulu que vous puissiez nous dire quelques mots du projet EcoCamp. Concrètement, en quoi est-ce que ça consiste? Est-ce qu'il y a déjà eu des applications? Qu'est-ce que c'est? Alors, le projet EcoCamp, ça consiste à valider des briques technologiques. Et donc là, on est dans la démarche que j'ai expliquée tout à l'heure, c'était une démarche qui était plutôt rationnelle, construite long terme, avec des plans de feuilles de route. Le projet EcoCamp, c'était plutôt de faire des tests sur des briques technologiques, des patchs, et pour pouvoir améliorer la résilience de nos camps militaires en opération, ou améliorer leur autonomie énergétique et hydrique en opération. Donc, les premières réalisations qu'on a pu faire ont concerné l'installation en mois de juin 2022 d'une centrale hybride, centrale de production d'électricité à partir de groupes électrogènes et hybridée avec des panneaux photovoltaïques sur une base aérienne en opération. Cette première réalisation nous a permis d'avoir un retour sur investissement très positif, puisqu'on a économisé jusqu'à 40% de la consommation des groupes électrogènes. Ah oui, c'est considérable. On a poursuivi avec d'autres mesures ce type de camp-là, avec l'amélioration des consommations d'énergie, comme le déploiement de bungalows éco-responsables avec des isolations thermiques spécifiques. Et on a également testé des kits d'isolation destinés à l'aménagement de containers maritimes qu'on transforme en locaux d'habitation, puisque chaque fois qu'on se déploie sur un théâtre d'opération, on utilise des containers. Le matériel étant débarqué, ensuite ces containers-là sont souvent utilisés pour faire des logements ou des sites dans lesquels on peut s'abriter.
Ensuite, dans un autre domaine des fluides, c'est économiser l'eau. Et donc, on a testé des modules sanitaires qui permettaient de retraiter les eaux usées dans un camp et donc de réduire la consommation d'eau. Il y a un dernier axe sur lequel on est en train de travailler, mais qui est plutôt du long terme, c'est l'autonomie énergie et qui s'appuie sur les recherches qu'on peut avoir sur les SMR 4e génération et qui permettrait, avec ce type de module, d'avoir une autonomie énergétique en électricité, permettant... Donc les SMR, les petits réacteurs modulaires nucléaires. Hein. Voilà, qui permettrait d'être autonome en énergie et donc de pouvoir désaliniser de l'eau et d'alimenter en énergie un état-major dans le désert ou ailleurs. Très bien. Alors, mon général, nous arrivons maintenant au dernier volet que je voulais traiter avec vous lors de cet entretien, qui touche aux questions de coopération, à la fois de coopération interne au sein du ministère, mais également de coopération internationale avec nos partenaires, puisque nous sommes évidemment face à un enjeu global. Peut-être commencer par les questions internes. On sait qu'il y a désormais un référent climat au sein du ministère, une fonction qui est assumée par vous-même en tant que major général des armées. Quelles sont, au fond, vos fonctions dans ce cadre et comment est-ce que vous pouvez coordonner les différentes tâches et missions des grands organismes du ministère ? Alors effectivement, mon rôle de délégué climat, c'est de coordonner et de donner les impulsions nécessaires pour arbitrer, dans certains cas, les travaux qui sont menés. Dans les différents organismes au sein du ministère, on a la délégation générale des relations internationales et de la stratégie qui va principalement travailler sur la partie prospective, mais également internationale. On a également le secrétariat général pour l'administration qui sera plutôt sur la partie réglementaire, normes, juridiques. On a également la délégation générale pour l'armement qui, elle, va être surtout sur les équipements. Et enfin, l'état-major des armées qui va travailler sur l'emploi des forces et la doctrine à faire évoluer dans un environnement climatique différent. Donc, c'est vraiment ce rôle de coordonnateur entre les différents grands subordonnés du ministre que je travaille. Concernant l'état-major des armées, cet état-major est surtout chargé de la préparation de l'avenir et de réfléchir aux conflits de demain. Et c'est dans ce cadre-là que, c'est ma deuxième casquette en tant que chef de cet état-major-là, que je travaille sur l'évolution du climat. Ce changement climatique va évidemment modifier le monde tel que nous le connaissons dans tous les domaines. La nature des opérations, les zones de tension, et aujourd'hui on fait la guerre dans certaines zones, demain elles seront peut-être localisées dans d'autres zones. Des conflictualités qui vont être différents, le sol, les météos vont évoluer. Et donc tout ça, on doit le prendre en compte pour adapter nos capacités, nos équipements, des équipements qui reposeront sur des énergies différentes ou qui seront refroidis différemment. Et puis l'objectif, c'est vraiment de convertir la contrainte en opportunité. Deuxième volet qui est quand même important et qu'il faut qu'on prenne en compte, c'est l'atténuation. Et donc les armées souhaitent y contribuer également. Ce n'est pas parce que la finalité c'est de faire la guerre qu'il ne faut pas prendre en compte également la sobriété énergétique. Et cette transition énergétique, on l'a prise en compte dans nos infrastructures. Et les résultats sont déjà significatifs puisqu'on vise une réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 pour nos infrastructures. Il faut aussi néanmoins prendre en compte nos contraintes qui sont liées à nos équipements d'aujourd'hui, avec des programmes très longs, et nos équipements que nous avons aujourd'hui ne seront pas retirés du service avant 2040-45. Donc on est obligé de le prendre en compte. C'est des plateformes de combat qui interviennent en France et qui tournent aujourd'hui avec des carburants fossiles. Et l'amélioration de leur consommation est difficile puisqu'il faut qu'ils puissent fonctionner avec du carburant produit aux normes européennes, mais également aux normes de pays qui n'appliquent pas les mêmes réglementations que les nôtres. Évidemment. Voilà, donc aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, la consommation énergétique des armées représente moins de 1% de celle de la nation. D'accord. Et donc c'est cette consommation qu'on a l'ambition de réduire de moitié d'ici 2030. Alors ça, là, ce qu'on va réduire d'ici 2030, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les infrastructures. Pour les infrastructures, voilà. D'accord. Pour les équipements, c'est différent. D'accord. Après, pour le niveau international, la coopération au niveau international Oui, avec l'OTAN, avec l'Union européenne, peut-être avec d'autres partenaires. Voilà, tout à fait. Alors aujourd'hui, en Europe, le pays qui a développé une stratégie climat,
c'est la Grande-Bretagne avec qui on travaille étroitement. Les Allemands sont en train d'élaborer la leur. Ils ont pris à peu près 2 ans. Ils sont 2 ans de retard par rapport à nous, mais on travaille également avec eux. Sinon, dans les autres organismes, que ce soit l'OTAN ou l'Union européenne, évidemment, il y a des plans d'action qui ont été élaborés et nous y participons et nous sommes même menants, puisque c'est nous qui avons élaboré la première stratégie climat en Europe. Dans ce cadre-là, et je l'avais déjà mentionné, on avait déjà mené plusieurs études, souvent en bilatéral ou en multilatéral. Multilatéral comme le 5+5 Défense, qui est en fait une organisation méditerranéenne dans laquelle on avait déjà fait des études portant sur l'évolution du climat en Méditerranée, mais également dans des forums qui dépassent la zone européenne, que j'ai déjà cité, l'océan Indien ou la partie Indo-Pacifique. Et enfin, ce qui est important, c'est la création au sein de l'OTAN d'un centre d'excellence sur le climat. Centre d'excellence sur le climat qui va être créé à Montréal et pour lesquels nous avons été moteurs pour armer les postes. Et donc, dès que ce centre sera créé, nous aurons des officiers au sein de ce centre pour pouvoir justement développer la réflexion au sein de l'OTAN sur tout ce qui concerne l'évolution du climat. Et je pense que c'est un signe fort, cet engagement en personnel dans un centre d'excellence, c'est un signe fort de notre engagement dans ce domaine avec nos amis. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Il me reste à vous remercier, mon général, pour ce temps précieux que vous nous avez accordé, pour toutes les informations et pour cette occasion d'en savoir un peu plus sur la stratégie défense et climat du ministère des Armées. Merci à nos éditeurs de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de notre podcast sur le front climatique. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez plus loin sur www.defenseclimat.fr. Ce podcast, développé par l'IRIS, a été rendu possible grâce au soutien financier de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées.